une conférence sur le principe anthropique, science ou pas. Je trouve que déjà la question est très intéressante. Qu'est-ce que la science? Ça va être l'occasion, à partir de ce sujet, de poser cette question et d'en discuter à deux voix, puisque ce soir, nous avons deux personnes, deux astronomes qui vont nous en parler. Christiane Villain, ici présente, astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon et à l'Université Denis Diderot, qui travaille à l'Observatoire Paris-Meudon, qui est physicienne de formation et qui s'est spécialisée sur l'histoire des sciences, en particulier la physique du XVIIe siècle, et qui travaille donc au LUT. Et Suzy Collin, qui a donc passé une grande partie de sa carrière scientifique à étudier les noyaux actifs de galaxies, ce qu'on appelle les radiogalaxies, les quasars, les galaxies de Seyfert, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue observationnel, qui a pendant de nombreuses années travaillé dans nos murs à l'Institut d'astrophysique, puis qui a rejoint l'Observatoire de Paris-Meudon, qui est revenu aussi à l'Institut d'astrophysique de Paris et qui est maintenant toujours à l'Observatoire de Paris-Meudon. Donc nous avons toujours tissé des liens scientifiques, des collaborations importantes entre Suzy, son groupe et de nombreuses personnes ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème important, on en discute énormément entre nous, et aussi parce qu'il a fait l'objet d'un travail en collaboration entre Suzy Collin et Christiane Villain, qui a donné naissance à ce livre. Quelle est notre place dans l'univers? Dialogue, type de dialogue que nous allons avoir ce soir, dialogue sur la cosmologie moderne. Et c'est un peu la confrontation entre deux points de vue, parfois différents, parfois pas. On va apprécier un peu la teneur de ce livre à travers cette discussion qui aura lieu ce soir. Voilà, ce livre est publié aux éditions de l'Harmattan. Bien, je vais vous laisser parler donc maintenant. Après avoir remercié Daniel, je vous remercie également d'être tous là, nombreux, pour venir nous écouter, Suzy et moi. Donc ça fait déjà presque 2 ans que nous travaillons à ce sujet, qui tourne autour des problématiques liées à la cosmologie, avec comme thème central, en tout cas pour aujourd'hui, le principe anthropique. Donc nous avons travaillé, discuté, disputé, et nous sommes rapprochés petit à petit, enfin avec des points de vue différents, mais qui se rapprochent petit à petit. Et peut-être que l'année prochaine, nous serons tout à fait d'accord, mais enfin, ce n'est pas encore le cas, Dieu merci. Voilà. Donc l'occasion de travailler en commun était ce livre dont Daniel vient de parler, pour lequel Suzy m'a embauché en cours de route. En fait, elle avait déjà fait la moitié du travail, et je trouve donc très gentil et très généreux de m'avoir embarqué dans cette aventure déjà bien entamée. Et elle m'a embarqué en fait sur le thème du principe anthropique qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, bien que je n'ai pas travaillé sur ce thème, je ne suis pas du tout spécialiste ni de la cosmologie ni du principe anthropique. Je trouvais que la différence entre ce que je connaissais de ce principe, d'après ce que je connaissais des écrits de Brandon Carter, et ce que j'en entendais dire autour de moi, était tellement différent, à une telle distance, que j'avais envie de faire un petit peu de nettoyage sur ce thème. Voilà, quant à Suzy... Bon, alors moi, il faut dire que nous partageons le même bureau en ce moment à Meudon, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a collaboré, entre autres. Et puis, moi, je l'ai déjà dit dans des conférences précédentes, c'est un sujet qui me passionne depuis une trentaine d'années. Peut-être la proximité de Brandon Carter, qui a un bureau dans notre couloir, et puis le fait que ce principe est très mal compris, très mal connu, et qu'en général, on dit beaucoup de bêtises dessus. Donc, j'avais envie de le démystifier en quelque sorte. Voilà quel va être le plan que nous allons suivre. D'abord une petite introduction, puis nous allons discuter de la naissance du principe anthropique, vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, des petits rappels de cosmologie, également pour ceux qui ne sont pas complètement au courant, le problème du réglage des constantes, qui est le problème fondamental du principe anthropique, les réponses au réglage des constantes, et puis une petite discussion. À l'intérieur des religions, la question de notre présence dans l'univers était traditionnellement réglée à l'intérieur des religions.
petit parcours d'histoire, mais Leibniz demande en 1714, dans un texte dont on pourra reparler après, si on en a le temps, mais ça m'étonnerait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Question intéressante qui est un petit peu mise en exergue dans notre exposé aujourd'hui, étonnante aussi, troublante, qu'il donne, lui, dans le cadre de son principe de raison suffisante, qui affirme que rien n'arrive sans raison. Rien n'arrive sans raison, et que celui qui aurait les connaissances suffisantes pourrait déterminer pourquoi il en est ainsi et pas autrement. Mais la question de l'existence de l'univers, selon Leibniz, n'appartient pas à la suite des choses contingentes, mot un petit peu barbare, mais qui s'explique tout de suite, c'est-à-dire la suite des faits empiriques dépendant les uns des autres, qui peuvent se produire ou non. Et pour ces faits qui peuvent se produire, avoir lieu ou non, on trouvera une cause parmi d'autres faits qui peuvent se produire ou non également. Par contre, l'existence de l'univers, elle, n'appartient pas à cette série de faits qui s'emboîtent les uns dans les autres. Elle est première, elle est absolument nécessaire, et l'homme ne pourrait, selon Leibniz, en trouver seul la raison, et ni de l'existence même des choses. L'existence même des choses réfère plutôt à Descartes, dont on pourrait reparler. Leibniz, après cette réflexion, comme Descartes, aboutit à l'existence de Dieu. Mais peu importe pour nous ici, la question a été posée. Alors, je reviens un petit peu sur ce principe de raison suffisante qui avait déjà été utilisé avant la lettre par Giordano Bruno au XVIe siècle pour affirmer qu'il n'y a pas de raison que Dieu ait placé un monde dans une partie de l'espace et pas dans une autre, puisqu'il conçoit le monde dans un espace infini. C'est assez nouveau par rapport au Moyen-Âge, par rapport à la scolastique, comme vous le savez sans doute. Giordano Bruno, ça ne lui a pas réussi, mais il avait quand même eu le temps d'affirmer des choses assez intéressantes et d'en déduire que l'univers est infini, contient d'autres mondes, donc d'autres soleils et d'autres terres. Au XVIIe siècle, un petit peu plus tard, plusieurs personnes, Pierre Borel, Bernard de Fontenelle, qui est le plus connu dans les textes sur la pluralité des mondes, Christian Huygens, envisagent d'autres mondes habités, mais seulement dans le système solaire, c'est-à-dire des habitants sur la Lune, sur Mars, sur les planètes, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il n'existe pas, pour qu'il n'y en ait pas. En fait, ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais à partir du moment où l'homme n'est plus, depuis Copernic, situé au centre de l'univers, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il soit seul dans l'univers. Bon, ils se sont trompés, mais ils ont quand même écrit des textes tout à fait intéressants et très jolis à lire. Et après tout, si on nous en écrivait d'aussi jolis aujourd'hui sur la pluralité des mondes, ce ne serait pas désagréable. Alors aujourd'hui, la raison nous inciterait-elle à concevoir d'autres univers, ou plutôt à nous restreindre au nôtre, à ce que nous voyons? C'est la question que nous posons aujourd'hui toutes les deux. Alors maintenant, on va aborder des questions plus, disons, pragmatiques, scientifiques. Et d'abord, je voudrais rappeler qu'au siècle dernier, il y a eu 2 très grandes révolutions de la pensée qui sont arrivées de façon tout à fait impromptue. Et l'une de ces 2 grandes révolutions, naturellement, c'est la mécanique quantique avec son indéterminisme, la dualité onde-corpuscule, des champs qui remplacent les particules, la découverte de nouvelles forces. Donc vraiment une révolution de la pensée. Deuxième révolution de la pensée, ça a été la relativité générale. Là, d'abord, relativité restreinte avec l'équivalence entre la masse et l'énergie. On définit un espace qui est lié au temps, et l'espace, c'est de la matière en fait. Donc déviation de la lumière, expansion et dimension gigantesque de l'univers, les trous noirs, tout ça c'est la relativité générale. Alors là j'ai placé quelques photos parce que j'ai trouvé ça amusant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces photos. C'est parce que elles représentent les gens qui ont contribué essentiellement, alors d'une part à la mécanique quantique, ceux du haut, d'autre part à la relativité générale, ceux du bas. Et ce qui m'a amusé, c'est que vous voyez qu'il
qu'il y a une personne qui est commune entre les deux, qui est Einstein. Et Einstein, tous les gens, à part Boltzmann ici, ont peut-être Planck parce qu'il existait avant le prix Nobel, ils ont eu le prix Nobel. Einstein l'a eu aussi, mais non pas pour ses découvertes sur la relativité générale, mais pour ses découvertes sur la mécanique quantique. Et aucun des grands génies qui sont intéressés à la relativité générale n'ont eu le prix Nobel. Alors, j'insiste là-dessus simplement pour montrer que le prix Nobel est un peu biaisé, parce que, en particulier, on trouvait que pendant tout le siècle, bien qu'il y avait un grand engouement pour la relativité générale, eh bien, on estimait que ce n'était pas quelque chose de vraiment sérieux. Donc, c'est assez amusant de constater ça, et c'est simplement pour ça que j'ai mis ces photos. Bon, alors, on peut légitimement se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir aussi des grandes révolutions au XXIe siècle. On devrait l'attendre normalement, et en particulier parce qu'il y a de nombreux défis qui se présentent en sciences, et en particulier en cosmologie. On a deux grands défis, disons. Le premier, c'est que devient la gravité lorsqu'elle rentre dans le régime quantique. Alors, vous avez peut-être entendu parler des théories qu'on développe actuellement à ce sujet, dont en particulier la théorie des cordes et la relativité en boucle, dont je vais reparler un tout petit peu tout à l'heure. Et puis, quelle est la nature de la matière noire et de l'énergie sombre qu'on a découvert, l'énergie sombre, il y a une dizaine d'années, et qui font partie maintenant de la cosmologie, et malheureusement correspondent à quelque chose qui remplit notre univers à 95% et dont on ne connaît absolument pas la nature. Donc, il va bien falloir résoudre ces problèmes, et pour les résoudre, eh bien, il faut peut-être les aborder comme la mécanique quantique et la relativité générale ont été abordées au siècle dernier, d'une façon radicalement nouvelle par rapport à ce qui existait auparavant. Donc, maintenant, je vais passer au deuxième thème, qui est la naissance du principe anthropique. Le principe anthropique, on le fait en général remonter vous allez voir ce que c'est dans quelques minutes, on le fait en général remonter en 1937 à Dirac. Dirac qui a posé un problème, le problème de la coïncidence des grands nombres. Alors ça ne vous dit peut-être rien, et en fait, ça n'a pas un rapport immédiat avec le principe anthropique, mais le problème, c'est que ça a déclenché toute la réflexion qui a donné lieu par la suite aux idées du principe anthropique. Alors, Dirac, c'était un grand scientifique, c'est celui qui a découvert en particulier l'anti-électron, ce qu'on appelle le positron. Il l'a prédit, il a été observé un an après qu'il l'ait prédit, et il s'est étonné du fait que, par exemple, l'âge de l'univers divisé par la période de l'électron, c'est-à-dire les deux extrêmes du temps qu'on pouvait envisager étaient dans un rapport, disons, 10 puissance 39, c'est-à-dire 1 suivi de 39 zéros, et que par ailleurs, la force électromagnétique entre les protons et les électrons, divisée par la force de gravité, était également 10 puissance 39. Alors ça l'a fait gamberger, et il s'est dit que puisque c'était tout à fait anormal qu'ils soient égaux, ces deux nombres sans dimension, ça voulait dire qu'ils variaient au cours du temps, et qu'en particulier, la constante de gravité était variable au cours du temps. Alors, la critique qu'on lui a adressée, c'était que c'était de la numérologie, comme de compter, de regarder le nombre d'or dans les pyramides, par exemple, ou ce genre de choses. Alors en fait, comme je vous ai dit, ça a déclenché une réflexion assez intense, et assez longtemps après, donc en 1961, un autre physicien aussi intéressant, Dicke, a répondu à Dirac, et voilà ce qu'il a répondu. Il a répondu « L'âge de l'univers n'est pas une valeur aléatoire parmi une large gamme de valeurs possibles. Elle est limitée par les critères qui rendent possible l'existence des physiciens. » Alors en général, quand je dis ça, tout le monde se met à rire parce qu'évidemment, ça paraît assez bizarre. Bon, alors, on va voir tout de suite pourquoi, mais je veux juste dire quelque chose, c'est que ça signifie que les étoiles et l'univers doivent durer longtemps
pour donner naissance à des physiciens. Et effectivement, s'ils durent longtemps, c'est parce que la constante de gravité est très petite, comme je vais le montrer tout à l'heure, en 2 mots. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce que, pour que des physiciens existent, il faut que l'âge de l'univers ait une valeur assez précise ? Eh bien, c'est parce que pour qu'on vive dans un univers vivable, j'ai inventé le mot vivabilité, il faut qu'il y ait non seulement de l'énergie, qu'il y a naturellement, le soleil nous envoie de l'énergie, mais aussi de la matière. Et la vie est définie en général par la reproductibilité des organismes. Donc il faut des molécules complexes pour la vie. Donc il faut des éléments comme le carbone ou l'oxygène pour fabriquer des molécules complexes, puisque par exemple avec l'hydrogène et l'hélium, on ne peut pas faire de molécules complexes. Et finalement, que faut-il pour ça ? Eh bien, il faut qu'il puisse exister du carbone. Or, dans les années 1950, un grand encore physicien de Cambridge toujours, Fred Hoyle, s'est aperçu de quelque chose. À cette époque-là, ils étudiaient avec 3 autres collègues la nucléosynthèse des éléments, voir comment ils avaient été générés. Et Hoyle s'est aperçu que pour faire un atome un noyau de carbone, il fallait qu'il y ait un noyau de beryllium et un noyau d'hélium qui interagissent tous les deux, mais que cela fabriquait du carbone dans un état qui était excité et que par conséquent, pour que la réaction ne dure pas un temps infiniment long, eh bien, il fallait que le noyau de carbone possède un niveau d'énergie précisément à cette énergie que j'ai marquée là, qui est 7,4 millions d'électronvolts. C'est ce qu'on appelle une résonance. Alors, à ce moment-là, il a demandé à son ami, qui était un expérimentateur en physique, Willy Fowler, de chercher ce niveau. Et Willy Fowler l'a immédiatement découverte. Donc, on peut considérer que c'est une prédiction de Hoyle qu'il a faite. Et cette prédiction, comment l'a-t-il interprétée ? Donc, il a dit, la position de ce niveau signifie que des créatures vivantes comme nous ne peuvent exister que dans une portion de l'univers où cette résonance existe. Bien, ça paraissait encore une chose un peu farfelue, comme Dirac, mais ça a quand même entraîné la réflexion suivante, qui était celle de Dicke, justement. Eh bien, c'est que l'hydrogène, le beryllium, l'hélium, eux, ils sont synthétisés pendant les 3 premières minutes de l'univers. Et ça, c'était quelque chose dont on s'est aperçu d'ailleurs après, mais maintenant on en est complètement certain. Dès qu'on a découvert ce qu'on appelle le rayonnement fossile, on a pu se rendre compte, en remontant dans le temps, que ces éléments avaient été synthétisés tout de suite après le Big Bang. Puis ensuite, il n'y a plus du tout de nouveaux éléments qui apparaissent jusqu'à ce que se forment les premières étoiles. Et à l'intérieur des premières étoiles se produisent des réactions thermonucléaires et elles forment, et ces réactions thermonucléaires sont capables de fabriquer, par le mécanisme que je viens de vous montrer, que Hoyle avait donc décrypté, elles sont capables de fabriquer du carbone et les autres éléments qui suivent. Donc, il faut, pour qu'il y ait du carbone, il faut que les étoiles existent, il faut qu'elles aient disséminé dans l'espace leur carbone, et c'est une chose qui se produit assez tard dans la vie d'une étoile, parce que ce sont les étoiles, ce qu'on appelle des étoiles naines rouges, des étoiles comme le Soleil, en fait, qui vont devenir des grosses étoiles rouges et qui vont disséminer le carbone qu'elles auront synthétisé dans leur cœur. Donc, il faut plusieurs générations d'étoiles pour enrichir l'univers. Le carbone ne devient abondant que plusieurs milliards d'années après le Big Bang. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que Dicke a dit, pour qu'il y ait des physiciens, il faut que l'univers ait plusieurs milliards d'années. Mais par ailleurs, l'univers, et c'est aussi Dicke qui l'a fait remarquer d'ailleurs, il ne peut pas dépasser quelques dizaines de milliards d'années, sinon toutes les étoiles seraient mortes et par conséquent, il n'y aurait plus d'énergie pour créer de la vie sur les planètes qui les entourent. Donc, l'âge de l'univers est contraint, disons, entre 10 et 20 milliards d'années. Et comme vous le savez sans doute, il a effectivement 13,8 milliards d'années. Maintenant, on entame
le principe anthropique. Alors, le principe anthropique, c'est le mot anthropos, homme, qui est dedans. Et ce principe anthropique, il a été défini donc par Brandon Carter, qui est, comme on vous l'a déjà dit, qui était un jeune physicien en 1973, qui avait vécu à Cambridge, mais qui depuis s'est installé à l'observatoire de Meudon et depuis ce temps-là, il a travaillé à l'observatoire de Meudon. Il a défini 2 principes qu'il a appelés principes anthropiques. Un principe faible, le weak anthropic principle. Les conditions que nous observons autour de nous sont nécessaires à notre existence. Alors naturellement, très rapidement, les gens ont dit mais c'est une véritable tautologie. Bien, nous allons voir que ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, il a défini aussi un principe fort, le Strong Anthropic Principle. Les paramètres fondamentaux caractéristiques de l'univers doivent être tels qu'ils ont permis l'émergence d'observateurs à une certaine étape de son évolution. Alors immédiatement, ce principe a été mal compris, pas du tout dans l'esprit de Brandon Carter en tout cas, parce que le mot « doivent » a donné lieu à des interprétations dont la principale, l'univers a donc été conçu dans le but de générer des observateurs. Nous venons de commencer à aborder le problème des dérives finalistes du principe anthropique, mais tout d'abord, nous nous sommes demandé si c'était vraiment un principe, enfin si le terme était bien choisi, et ça permet d'analyser un peu déjà la logique de ce type de raisonnement, puisqu'on a dit que c'était ni un principe ni anthropique. Alors, est-ce un principe? Qu'est-ce qu'un principe? Un principe physique est simplement ce que l'on met au début d'un raisonnement. Étymologiquement, principe, ça vient de premier, et donc on le mettra au début d'un raisonnement, et c'est bien comme ça que va fonctionner, je veux dire, l'évidence du fait que nous sommes là dans l'univers, au départ. Mais en général, les principes physiques sont les socles d'une construction théorique que l'on établit par généralisation et idéalisation de nombreux faits d'observation ou d'expérience. Or, le principe anthropique n'est au départ que la constatation d'un fait. Nous sommes là. Nous sommes là grâce à une situation singulière, c'est-à-dire unique, et peut-être même particulière. Ça, c'est à discuter. Est-ce qu'il s'agit d'un cas particulier comme un triangle équilatéral est un cas particulier, ou bien simplement d'une situation unique en son genre, mais qui n'a rien de particulièrement remarquable. Alors, c'est une situation singulière dans l'espace de l'univers, dans le temps et dans l'espace des possibilités auxquelles le physicien a accès. Les principes physiques, une fois établis, à quoi servent-ils une fois qu'on a généralisé à partir de faits particuliers, enfin de phénomènes particuliers ou de faits construits d'expériences et d'expérimentation? Évidemment, ils contraignent le choix des théories. Par exemple, le principe de relativité galiléenne, si on le considère comme absolument universel et définitif, nous impose d'utiliser, aux savants du début du XXe siècle d'inventer la relativité restreinte et de ne pas en rester avec la relativité classique, enfin la mécanique classique, pardon, les terres et les théories classiques antérieures. Mais ici, la contrainte qu'on va exercer sur les théories provient d'un simple fait, qui fonctionne alors comme le début du raisonnement, mais pas vraiment comme un principe au sens des principes physiques habituels, mais nous continuerons à l'appeler principe malgré tout. Le fait que nous nous trouvions en tant qu'êtres vivants dans une petite région de l'ensemble des possibilités, d'une part pour les valeurs des paramètres qui déterminent l'état de l'univers et son évolution, ne permet aucune généralisation, mais restreint cette généralisation au contraire. Le fait contraint seulement les valeurs de ces paramètres. Le fait que nous nous trouvions en tant qu'êtres vivants dans une petite région de l'ensemble des possibilités pour les constantes de la physique et donc les modèles d'univers possibles, c'est plutôt le principe anthropique fort au sens défini dans les diapos précédentes, ce fait invite certains à s'interroger sur une éventuelle raison de la valeur de ces constantes. Est-ce vraiment, est-ce vraiment raisonnable? Nous allons le voir. Enfin, nous allons l'envisager
par la suite. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a appelé ce principe anthropique du mot homme? Il s'agissait au départ non pas d'hommes en général, mais d'observateurs, puisque la base du raisonnement anthropique chez Brandon Carter, en tout cas au départ, était une mise en garde contre un éventuel biais observationnel, à savoir, ce que nous observons autour de nous dans l'univers est évidemment forcément soumis à des conditions qui ont permis l'existence d'observateurs, de façon évidente. Mais pour avoir des observateurs, il faut avoir des hommes. Pour avoir des hommes, il faut de la vie. Pour avoir de la vie, il faut des étoiles et des galaxies. Donc, nous allons raisonner, nous raisonnons en général sur la possibilité de la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, et puis de l'émergence de la vie. Là, vous ne regardez pas, c'est juste pour vous montrer qu'il y a toute une littérature qui a immédiatement fleuri à propos de ce principe anthropique. Et j'ai souligné en rouge, là, le livre le plus important, donc publié en 1986, qui est le livre The Anthropic Cosmological Principle, je ne crois pas que ça soit traduit, de Barrow et Tipler. C'est un énorme livre où il passe assez philosophique. Et là-dedans, ils ont en particulier défini ce qu'ils appellent le Final Anthropic Principle, qui dit à partir du moment où la vie existe, où l'intelligence existe, elle existera tout le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui naturellement a soulevé un tollé. Et de toute façon, ce principe anthropique a en général été très violemment critiqué par les scientifiques. Et il y a quelqu'un qui l'a même appelé le CRAP, le Completely Ridiculous Anthropic Principle, et crap, ça veut dire quelque chose de méchant en anglais. Voilà. Et bon, alors ce principe anthropique, il a été popularisé, en particulier par les livres de Trinh Thuan, quelqu'un qui a passé du temps aussi ici, à l'IAP, dont La Mélodie secrète, qui ont eu beaucoup de succès et qui ont donné une fausse image des débats, parce que justement, lui a tout de suite eu une interprétation que vous allez voir là, qui est une interprétation en termes de grands dessins. Et puis il y a maintenant de nombreux livres récents sur la question. Bien. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, il faut rappeler un tout petit peu de cosmologie, puisque c'est quand même un principe qui touche la cosmologie. Et pour ça, j'ai cette petite diapo. Alors, elle a l'air très, très compliquée. Je vous la laisserai, vous l'aurez de toute façon si vous voulez la regarder de près. C'est une diapositive qui montre donc... Pardon, l'espace, elle est très distendue. Enfin, ça montre l'espace ici horizontalement et le temps verticalement jusqu'à nous ici au sommet, avec différents grands moments qui sont marqués, en particulier, alors l'ère de Planck, c'est au-delà de laquelle on ne peut pas aller parce que la gravité justement devient quantique. Ensuite, une période qui s'appelle l'inflation, qui va être très importante pour notre propos suivant et qui est une période où l'univers a subi une expansion fulgurante qui l'a amené à avoir des dimensions extrêmement grandes par rapport à ses dimensions préalables, et ça en un temps très très court. Puis la nucléosynthèse qui a donné naissance à l'hélium, l'hydrogène, puis la naissance, puis le corps, ce qu'on appelle le rayonnement fossile, émis donc 400 000 ans après le Big Bang, et puis après formation des premières étoiles, des premières galaxies, accélération de l'univers, ce qui est représenté par le fait que le vase commence à s'évaser. Bon, alors c'est surtout sur l'inflation en fait que je voulais insister ici. Mais quand même, je voudrais juste insister sur quelque chose qui me paraît important, c'est que maintenant, la cosmologie, contrairement à ce qui est parfois affirmé, c'est une science, et c'est une science de précision, bien qu'elle concerne un ensemble dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes et dans lequel nous ne pouvons pas faire d'expérience. Comme exemple, je prends ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est
je suppose que vous en avez tous entendu parler, surtout maintenant avec l'expérience de Planck qui vient de sortir ses résultats cosmologiques. Et c'est un fond qui a été découvert en 1965 et qui date de l'époque, 400 000 ans après le Big Bang, où il était émis dans le domaine visible et puis il s'est propagé avec l'expansion de l'univers. Il est passé dans le domaine des micro-ondes. Et ce fond cosmologique, il a la particularité d'être à la fois terriblement homogène, ce qui prouve que l'univers était homogène à cette époque-là, mais en même temps de posséder des petites fluctuations, des anisotropies si vous voulez, et que ces anisotropies sont terriblement importantes pour la suite des événements qui se sont passés dans l'univers. Alors, quand il a été découvert en 1965, le fond du ciel apparaissait comme ça. Parfaitement uniforme. Et puis, peu à peu, au cours du temps, eh bien, avec les expériences qui se sont améliorées, on a découvert qu'il y avait des fluctuations, des grandes fluctuations, puis des fluctuations encore plus à une échelle plus petite. Et puis maintenant, Planck nous a montré un univers qui est encore plus résolu, si vous voulez. Et ces fluctuations qui peuvent vous paraître gigantesques, puisque à cause des couleurs qui les montrent, des fluctuations de température, eh bien, en fait, elles sont en moyenne de 1/100 millième du fond qu'on a vu tout à l'heure, qui est, vous avez vu, parfaitement homogène. Donc, ces fluctuations, qu'est-ce qu'elles ont comme intérêt? Eh bien, c'est qu'elles proviennent des débuts de l'univers, au moment justement presque juste après le Big Bang, où il y a eu des fluctuations dues à la mécanique quantique qui ont été amplifiées par l'inflation. Et puis ensuite, au bout de 400 000 ans, quand ce rayonnement nous a été envoyé, c'est à partir de ce moment que se sont formées, que se sont agglomérées les structures, les étoiles, les galaxies, grâce à l'effet de la gravité. Donc, et maintenant, ce qu'on observe, c'est donc ce qui s'est produit et qu'on est capable de reconstituer par des expériences numériques, ce qui s'est produit entre 400 000 années et 13,7, 13,8 milliards d'années. Donc, ces fluctuations, on peut dire qu'elles ont traversé tout l'univers, d'un bout à l'autre, depuis son début jusqu'à maintenant, et c'est représenté de façon imagée par ce qu'on appelle l'Uroboros, un serpent qui se mord la queue pour montrer que l'univers à grande échelle, et il dépend de ce qui se passe à toute petite échelle microscopique. Bon, alors maintenant, quelques résultats, dont un très très important de l'analyse de ces fluctuations, c'est ce qu'on appelle le modèle de concordance, qui n'est pas seulement dû à l'analyse des fluctuations, mais qui est dû à des tas d'autres observations. Et voilà, vous en avez souvent, je suppose que vous avez déjà vu ce fromage, qui vous montre que à peu près 70% de l'énergie dans l'univers, c'est une énergie répulsive qui correspond à une pression répulsive qui s'oppose à la gravité, et à peu près 25% de l'univers, c'est ce qu'on appelle la matière noire, et c'est seulement les 5 petits pourcents restants qui sont quelque chose qu'on comprend, qui est de la matière ordinaire. Tout le reste, 95%, donc on ne le comprend pas. Et ce qui s'appelle, ce que j'ai appelé ici oméga lambda, c'est la densité d'énergie ou la densité de matière rapportée à ce qu'on appelle la densité critique, qui est telle que si elle est égale à quand la densité est égale à la densité critique, l'univers est plat. Alors l'une des grandes découvertes de cette même dernière année, c'est que la densité totale de l'énergie sombre, qui est cette partie-là, donc, et de la matière qui est de l'énergie aussi d'après l'équivalence de la relativité, eh bien ça correspond presque exactement à 1 millième près, qui est l'incertitude des mesures, à la platitude de l'univers, et que cette platitude de l'univers, elle est très bien expliquée par ce phénomène d'inflation qui explique aussi beaucoup d'autres choses, et que maintenant on accepte. Et comme vous allez le voir, l'inflation va avoir une importance dans ce que je vais dire dans la suite concernant justement le principe anthropique. L'énergie sombre dont je viens de vous parler, elle a
une particularité, c'est qu'elle n'est absolument pas, sa nature n'est absolument pas comprise, et on pense que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a appelé la constante cosmologique que Einstein avait, il y a 80 ans, inventé pour rendre l'univers statique. Parce que comme c'est une énergie qui s'oppose à la gravité, et que Einstein voulait, pour des raisons philosophiques, que l'univers soit statique, il avait donc supposé que cette constante existait. Puis ensuite, on lui a démontré que l'univers était en expansion, donc il a abandonné cette constante en disant que c'était même la plus grosse erreur de son existence. Et puis maintenant, elle est revenue, puisqu'on l'a découverte il y a une douzaine d'années, sous la forme de l'accélération de l'expansion. Alors, on ne sait pas quelle est sa nature. Il y a un certain nombre d'hypothèses pour expliquer sa nature. Je ne vais pas rentrer dans ces hypothèses. On ne sait pas pourquoi elle est si petite et en même temps qu'elle n'est pas nulle. Alors, une des explications pour lesquelles elle est si petite, elle pourrait être si petite, ce qui est quelque chose qui paraît tout à fait anormal. Alors là, Christiane va sans doute développer cette question de l'anormalité du fait qu'elle soit toute petite. C'est en faisant des suppositions sur sa valeur, sur les probabilités de sa valeur. Eh bien, c'est qu'on imagine qu'il existe des portions d'univers ou des univers différents d'une autre dans lesquels cette constante cosmologique n'aurait pas la même valeur, et si elle n'avait pas la même valeur, eh bien, il se passerait des choses qui seraient tout à fait préjudiciables à l'existence de la vie, parce que, excusez-moi, si la densité d'énergie sombre bon, alors ça c'est autre chose. On se demande pourquoi elle a pratiquement la même valeur, elle est du même ordre que la densité de matière. Et ceci est utilisé par différentes équipes de théoriciens pour essayer de lier l'énergie sombre à la matière noire en particulier. Bon, mais ce qui est important, c'est que si la pression de l'énergie sombre était un petit peu plus grande, un tout petit peu plus grande, eh bien l'accélération de l'univers aurait débuté trop tôt, et à ce moment-là, les étoiles et les galaxies auraient été dispersées avant de se former. Donc, nous ne serions pas là, encore une fois, pour les contempler. Par contre, si elle était négative, non pas toute petite et positive, mais négative, alors elle agirait dans le même sens que la gravité, et à ce moment-là, l'univers se serait recontracté et avant la formation des galaxies. Donc l'énergie sombre ne peut permettre la vie que dans un tout petit intervalle de valeur que j'appelle l'intervalle anthropique. Bon. Alors maintenant, cet intervalle anthropique, eh bien, il se trouve que quelqu'un qui s'appelle Weinberg, quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour en particulier l'unification, la découverte de ce qu'on a appelé la force électrofaible, il a, bien avant la découverte de l'énergie sombre, il en a évalué la valeur. Il a dit ce n'est pas possible, il doit y avoir une constante cosmologique, et parce que sinon les galaxies ne se formeraient pas, les étoiles et les galaxies ne se formeraient pas. Et en se servant de ce principe qu'il devait y avoir formation d'étoiles et de galaxies, il a déterminé la valeur maximum que devait avoir l'énergie sombre, puis par un petit calcul de probabilité, il a dit, eh bien, nous devons être la constante cosmologique, ou l'énergie sombre, si vous voulez, puisqu'on admet que c'est la même chose, doit avoir à peu près telle valeur, et de façon tout à fait curieuse, la valeur qu'il a prédite, c'est la valeur qu'on observe maintenant, qui est 3 fois celle de la matière. Donc, on peut considérer, et personnellement je considère, que c'est une prédiction anthropique. Alors, en reprenant ce qui vient d'être dit, qui n'est pas forcément propre à Suzy, hein, mais qui est ce qu'on dit d'habitude. Alors, moyenne de la constante cosmologique, 1/10 du maximum possible, correspondant à une densité égale 3 fois celle de la matière. C'est à peu de choses près ce qu'on observe. Je demande, qu'observe-t-on exactement, hein, est-ce qu'on observe vraiment l'énergie sombre? Certainement pas. Ce qu'on peut considérer être des faits d'observation médiatisés bien sûr par toutes les théories de la mesure, enfin tous les problèmes de mesure, mais qui sont quand même des faits observés, se réduisent à l'accélération
de l'expansion et à l'existence des galaxies par rapport à la problématique dont nous venons de parler. Mais certainement pas directement la densité d'énergie sombre, laquelle est déduite des observations précédentes, celles qui ne posent pas trop de problèmes, à travers un modèle d'univers précis qui peut-être est déjà fait pour permettre notre existence, déjà conçue, pour permettre l'existence des galaxies. C'est le modèle lambda CDM dont on vous a présenté tout à l'heure la composition avec le merveilleux fromage. Est-ce qu'on ne tournerait pas un petit peu en rond dans cet accord entre les prédictions et l'observation ? Oui, c'est vrai que pour déduire la valeur de la constante cosmologique, ou bien plus exactement de ce qu'on appelle l'énergie sombre, comme je vous dis, on ne sait pas ce que c'est, il a fallu passer par un modèle cosmologique, et il y a actuellement des gens qui cherchent dans d'autres modèles cosmologiques, en particulier des modèles inhomogènes qui pourraient se passer d'énergie sombre. Donc c'est vrai qu'il y a intervention de modèles dans cette histoire. Bon, alors, tout ceci nous amène à la question, il y a d'autres solutions qui ne font pas intervenir d'énergie sombre. Tout ceci nous amène à la question, est-ce qu'un réglage fin des constantes physiques est nécessaire pour qu'on ait un univers vivable ? Alors, je vais passer assez rapidement sur ce problème du réglage fin parce que c'est celui-là qui a été énormément médiatisé. C'est vrai qu'il y a des contraintes sur les constantes physiques. Je vous ai montré tout à l'heure que l'énergie sombre devait avoir une valeur assez particulière. L'âge de l'univers devait être aussi assez particulier. Et puis, maintenant, les 4 forces, on connaît 4 forces, elles doivent aussi avoir des valeurs particulières. En particulier, la gravité, la force de gravité, qui est la force de loin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plus faible de toutes les forces, contrairement à ce qu'on s'imagine, puisque c'est la seule que nous ressentions, la gravité, eh bien, elle est extrêmement petite, et c'est grâce au fait qu'elle est extrêmement petite que, par exemple, l'univers est gigantesque, et par conséquent, a vécu suffisamment longtemps pour engendrer la vie, puisque la matière, la masse, pour avoir un effet, la gravité pour jouer un rôle, ne peut jouer un rôle que lorsque la masse est très importante. Donc l'univers doit être gigantesque. Mais il y a plus. C'est qu'on peut calculer que si la gravité était seulement 10 fois plus forte que ce qu'elle est, à ce moment-là, les étoiles auraient une courte durée de vie. Elles n'auraient pas le temps pour permettre l'évolution de la vie sur les planètes qui les entourent. Et en plus, les galaxies seraient petites, seraient denses, avec beaucoup d'interactions d'étoiles. Les orbites des planètes seraient perturbées. Mais ça, bon, c'est un problème un petit peu indirect. Donc, il n'y aurait pas de vie si la gravité, qui est 10 puissance 39 fois plus faible, comme je vous ai dit, que les autres forces, était seulement 10 fois plus forte qu'elle n'est. Bon, alors si maintenant j'ai donné un certain nombre d'exemples, d'autres exemples, et je vais passer rapidement parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour avoir des molécules, eh bien, on voit qu'il faut que la force électromagnétique soit, par exemple, un petit peu plus grande. Si elle n'était un peu plus grande, de quelques pourcents, les électrons repousseraient les atomes. Si elles étaient plus petites, ils ne seraient pas maintenus dans leurs atomes. Dans les 2 cas, il n'y aurait pas de molécules, etc. Et puis, sur les constantes physiques fondamentales, comme la vitesse de la lumière, si elles différaient d'une quantité minime de leur valeur réelle, l'univers aurait subi une évolution complètement différente. Par exemple, la formation du deutérium dépend crucialement de la différence des masses des neutrons et des protons. Or, le deutérium est indispensable à la formation de l'hélium, lui-même indispensable à la formation du carbone, et on pourrait citer comme ça des dizaines d'exemples du même genre. Après cet inventaire, donc force électromagnétique un peu plus grande, si elle était plus petite, si elle était plus grande, etc. Bon, plus petit et grand, d'abord, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Oui, alors, bien sûr, tout ça est chiffré. Hein, si on dit petit et grand, il y a des chiffres derrière. Et de plus, il s'agit de rapports qu'on va comparer, de quantités qu'on va comparer.
Mais à la fin, si on se laisse aller à des considérations qualitatives, on finit par tomber dans quelque chose comme si c'était autrement, ça ne serait absolument pas pareil. Les valeurs mesurées sont peu probables, dit-on, pour celles qui permettent l'apparition de la vie sont peu probables, mais par rapport à quel ensemble? Dans quel ensemble estime-t-on la probabilité des valeurs qui permettent la vie? Je ne le sais pas, et je pense qu'on ne résoudra pas le problème ce soir, et que je ne demande pas à Suzy ni à personne ici de répondre à cette question, mais ça me paraît un problème important. Et dernière question, cela a-t-il un sens de raisonner sur un seul paramètre à la fois, comme on vient de le faire? Alors évidemment, ça n'a pas de sens de raisonner sur un seul paramètre à la fois, en laissant tous les autres paramètres fixes par ailleurs. Malheureusement, c'est extrêmement difficile de savoir comment, si un paramètre comme la valeur de la masse de l'électron varie, qu'est-ce que ça va engendrer, à quoi ça correspond comme valeur, comme variation d'un autre paramètre, parce qu'il faudrait pour ça avoir un modèle de la physique des particules, de la physique théorique qu'on n'a pas encore. Donc, il faut faire des hypothèses. Alors, il y a quand même quelque chose qui a été fait et qui, à mon sens, est quelque chose de très important. C'est le petit raisonnement suivant. C'est que tout à l'heure, je vous ai montré les fluctuations du rayonnement du fond diffus, en vous disant qu'elles étaient à peu près de 1/100 millième. Hein. Et par ailleurs, je vous ai parlé de la constante cosmologique qu'on a pu déterminer. Et ici, deux personnes se sont posé la question, si on faisait varier ensemble ces deux constantes, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, ils ont constaté que, alors nous, il faut vous dire, donc nous, on se positionne à un endroit très précis qui est ici, 10-5 pour les fluctuations et la valeur de la constante cosmologique. Eh bien, ils se sont rendu compte que si on considère seulement la variation de la constante cosmologique toute seule, évidemment, on est tout près de la constante de la valeur maximum, ce qui est normal. On s'attendrait effectivement à ce qu'on soit, c'est ce qui nous paraît le plus probable. Mais que par ailleurs, si on fait varier, si ici on fait varier aussi les fluctuations, l'intensité des fluctuations, alors ici, de ce côté de cette droite qui est ici, l'univers est trop violent, les fluctuations sont trop fortes, la gravité joue un rôle trop important et très très rapidement, il se forme des trous noirs supermassifs et rien d'autre. Et puis, de ce côté-là, c'est l'inverse. Les étoiles, au contraire, l'effet répulsif de la constante cosmologique joue. Les fluctuations sont petites, donc les étoiles sont dispersées avant d'être formées. Donc, ici se trouve en fait la région qu'on pourrait dire vivable. Et vous voyez qu'elle a quand même une grande, qu'elle occupe un grand espace. Donc, en fait, si on considère la variation de ces deux constantes ensemble, on constate que l'ensemble est beaucoup moins contraint que si on considère qu'une seule de ces deux constantes. Par conséquent, on répond à la question. Oui, un ajustement est nécessaire pour que l'univers soit vivable, mais il n'a pas besoin d'être, comme on l'a souvent dit, diaboliquement fin. Et on a accusé, en particulier les cosmologistes, ce qui n'était pas vrai parce que la plupart, de toute façon, ne croient pas à ce diaboliquement fin. On les a accusés de dire que l'univers avait été vraiment préparé donc pour l'homme et pas autrement. Donc, je passe maintenant aux réponses au réglage des constantes. Donc, vous avez vu qu'il y a un réglage des constantes qui semble nécessaire, mais pas un réglage terriblement fin. Alors, maintenant, quelles sont les réponses qui sont données à ce réglage des constantes ? La première réponse, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la réponse évidemment spiritualiste, c'est-à-dire que l'univers a été fait pour aboutir à l'homme, et ça c'est une interprétation du principe anthropique fort. Et on appelle aussi ça le grand dessein ou le dessein intelligent, si vous voulez. Alors ce dessein intelligent, ce grand dessein, il est largement accepté aux États-Unis et il a débouché sur une explication scientifique du créationnisme qui commence à être un petit peu popularisée en France d'ailleurs aussi, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. La deuxième interprétation, c'est que
toutes les constantes pourront un jour être expliquées par une seule théorie fondamentale qu'on appelle la théorie du tout, Theory of Everything, TOE. Et dans ce cas, donc, l'univers est conditionné par une nécessité qui gouverne l'univers. Alors, bon, il y a eu un film, paraît-il, qui a été tourné là-dessus. Alors, moi, il me semble, d'abord, cette théorie, elle est très spéculative. Pour le moment, on est très, très loin de l'avoir trouvée. Et puis, il me semble qu'elle déplace le problème simplement à un niveau plus fondamental. Pourquoi est-ce que cette théorie du tout serait justement celle qui permet l'émergence de la vie? Alors, maintenant, cette question n'a pas de sens. La vie n'a pas de signification profonde. Les dés sont tombés ainsi. C'est le hasard. Et c'est l'opinion partagée par beaucoup de scientifiques, et en particulier par Christiane. Je vais commenter cette troisième solution qui est fondée sur le hasard, tout simplement, et qui est pour l'instant ce que je pense. Je vais commencer, je ne vais pas tarder d'ailleurs à parler à la première personne, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ce problème. Qu'est-ce que le hasard en physique ? Le hasard peut être considéré de deux façons en physique. D'une part, c'est la mesure de notre ignorance, comme disait Henri Poincaré, qui a très souvent raison. Un jet de dés, par exemple, si nous connaissions toutes les conditions, nous pourrions en prédire le résultat, conformément d'ailleurs au principe de raison suffisante de Leibniz. C'est assez curieux. Et en ce qui concerne les molécules d'un gaz que nous allons traiter par les méthodes statistiques en général, bien sûr, parce que nous ne nous intéressons pas à la trajectoire individuelle d'une molécule de gaz, mais si nous en connaissions toutes les circonstances, nous pourrions la suivre. Et donc le hasard qui est traité de façon statistique, là, n'est pas irréductible. En principe, il n'est pas irréductible, mais il y a aussi un autre hasard en physique qui correspond à une indétermination irréductible, en tout cas jusqu'à présent dans le paradigme accepté actuellement à propos de la physique. Lors d'une expérience quantique unique, singulière, par exemple, le résultat, on ne saura pas où est passée la particule, et on ne peut avoir de déterminisme que statistique, probabiliste, et aussi donc de la valeur de ces constantes dont nous parlons depuis le début de cet exposé, les constantes de la physique et les paramètres de l'univers observable. Donc, que je place à peu près aussi dans le domaine d'un hasard irréductible. Dans le domaine du vivant, on parle également de hasard. Pour combien de temps encore, je ne sais pas, mais peut-être de plus en plus, et de hasard irréductible. Est-il possible de tout expliquer ? Dernière question, je ne sais pas s'il est possible de tout expliquer. Le physicien se doit peut-être de penser dans l'avenir pouvoir expliquer un maximum de choses, et personnellement, je répondrai plutôt non à cette question. Je ne refuse aucune question. Donc, personnellement, là, je parle en mon nom propre et pas au nom de la communauté scientifique, bien entendu, vous l'avez compris. Comment se fait-il que nous soyons là ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Question métaphysique de Leibniz. Mais il me semble que les physiciens curieux de tout, le physicien se doit d'attaquer les problèmes dans l'ordre. Or, beaucoup de choses nous échappent en physique tout à fait habituelle, que nous acceptons parce que nous y sommes tout simplement habitués. Habitués, par exemple, le pourquoi des forces d'inertie, que l'on croit expliquer par la relativité générale et qui ne l'est pas du tout. La nature de la gravité, bon, c'est un sujet à la mode. Actuellement, la réalité quantique n'est pas un sujet, le problème de la réalité quantique n'est pas un sujet à la mode, mais c'est un sujet qui est toujours travaillé, voire actuellement ce qu'en dit Carlo Rovelli par exemple. C'est un sujet sur lequel on peut encore dire des choses nouvelles. Pourquoi y a-t-il des lois ? Enfin, question très importante qui n'est pas résolue non plus. Donc, peut-être que nos deux premières questions devraient pouvoir attendre un petit peu. Alors, nous ne répondons qu'à une partie des questions, renvoyant à juste titre les questions ultimes à la métaphysique. Nous nous habituons à beaucoup de choses que nous considérons ensuite comme évidentes. Je l'ai déjà dit, je passe un peu vite. Nous recherchons des causes, mais surtout en physique des invariants, la simplicité, l'unification des théories, c'est le rationalisme scientifique sans lequel nous ne ferions que décrire des phénomènes divers et séparés. Mais je pense que même ce rationalisme, qui n'est pas fait seulement de recherche de causes, loin de là, a ses limites.
à la dernière explication possible, qui n'en est pas une pour le moment, mais enfin qui commence à être aussi très discutée, c'est le fait qu'il faut changer peut-être complètement la méthode scientifique et par exemple passer de ce qu'on appelle le réductionnisme à l'émergence. Le réductionnisme, c'est de décomposer un phénomène en tous ces phénomènes de base et de penser qu'on peut tout expliquer par le niveau inférieur. Alors l'émergence, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition de lois qui ne peuvent être déduites de principes physiques plus fondamentaux. Alors Robert Lauslin, qui est lui aussi un prix Nobel dans un domaine de physique, la matière condensée, fait en ce moment beaucoup remonter cette question de l'émergence pour expliquer justement l'univers et la vivabilité de l'univers. Et le principe de l'émergence, c'est qu'il fait apparaître un ensemble qui fait plus que la somme des parties, comme on le dit de façon triviale. Alors, ça pourrait se traduire par il existe une sorte de principe de complexité, et à ce moment-là, les lois émergeraient des objets et non les objets des lois. Alors, on se trouve ramené pratiquement à ce que disait Hubert Reeves dans les années 1970, où il présentait la pyramide de la complexité, où il montrait qu'on part d'éléments extrêmement simples, les quarks, les nucléons, pour arriver aux organismes vivants, chaque fois en utilisant de moins en moins de matière, et qu'il semble que donc l'univers soit destiné à devenir de plus en plus complexe en se servant naturellement de l'énergie qu'il contient. À cette époque-là, on avait d'ailleurs un problème d'entropie qu'on a su résoudre maintenant. Alors donc, à chaque niveau, eh bien, il se crée, quand le niveau supérieur, il y a des lois qui se créent. Par exemple, quand les atomes fabriquent des molécules, eh bien, il y a la chimie qui n'est plus la même chose que la physique et qui a ses lois particulières. Donc c'est ça, l'émergence. Et puis, une autre idée qui est un peu liée, qui maintenant commence de plus en plus à être discutée, c'est y a-t-il un évolutionnisme en physique comme en biologie? Et il y a maintenant même une théorie qui est proposée, mais ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif pour expliquer dans le cadre des multivers dont je vous ai parlé tout à l'heure que l'univers pourrait évoluer de façon automatique vers la vivabilité. Alors, la cinquième interprétation, c'est ce qu'on appelle le multivers, c'est-à-dire l'univers est infiniment plus grand que ce que nous en voyons. Il est constitué de poches dans lesquelles les constantes ne sont pas les mêmes et nous vivons dans l'une de celles qui ont les bonnes constantes. Et particulièrement, l'inflation prédit effectivement, comme je vous l'ai dit, un univers qui est bien plus grand que l'univers observable. Alors pourquoi le multivers en ce moment est devenu très à la mode? Eh bien c'est parce qu'il y a une théorie qu'on appelle la théorie des supercordes qui prédit effectivement des univers multiples indépendamment du principe anthropique. Mais cette théorie, c'est une théorie qui n'est pas finie et qui pour le moment n'a absolument aucune base observationnelle ou expérimentale. Voilà. Donc simplement là, un argument qui me paraît assez fort, bien que ça ne soit pas du tout un argument, je dirais, scientifique, c'est que la théorie du multivers, comme le dit Weinberg, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une étape dans une progression qui semble historique. Au XVIe siècle, on a abandonné le géocentrisme. Au XIXe siècle, le Soleil est devenu une étoile parmi des milliards d'autres étoiles. Au XXe siècle, la Voie lactée est devenue une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies. Est-ce qu'au XXIe siècle, notre univers serait-il un parmi des milliards d'autres ? Ou bien une portion d'un univers qui est incroyablement plus grand que celui que nous observons et qui a des propriétés physiques donc différentes. Là, je fais juste une petite digression pour dire que c'est la même chose que la vivabilité sur la Terre. La Terre, on y vit, mais c'est une planète extrêmement particulière qui est à la bonne distance du Soleil, qui est dans la bonne fourchette de masse, qui a un satellite presque de même taille qui stabilise son axe. C'est quelque chose de fondamental. Et le système solaire lui-même est relativement stable. Il n'a pas traversé de régions très perturbées depuis plusieurs milliards d'années. La théorie du multivers est une étape dans une progression historique. Je ne peux qu'être sensible à cet argument. Mais je fais de continuité avec l'élargissement de l'univers, en fait,
l'élargissement de notre horizon. Il est tout à fait normal de continuer. Mais lorsque on a, au XVIIe siècle, imaginé d'autres mondes autour des étoiles ou sur les planètes, enfin d'autres hommes sur les planètes, on les observait déjà. Hein. On a depuis toujours observé les autres planètes, observé les étoiles, et puis plus tard les galaxies. Observe-t-on les autres univers? On ne les observe pas, mais on pourra peut-être les observer, rien ne s'y oppose. Et là, je n'ai pas du tout le temps, naturellement, de rentrer dans ces considérations, mais c'est quelque chose qu'on envisage dès maintenant avec l'observation du fond diffus cosmologique. On pourra peut-être dire s'il y a ou non, s'il y a des multivers. Par contre, si on n'observe pas ce que j'ai montré ici, eh bien, on ne pourra pas réfuter la présence d'un autre univers que le nôtre à côté du nôtre ou de plusieurs autres. Alors, l'univers qu'on observe, il est limité par la vitesse de la lumière. Hein, les astres qu'on peut voir, c'est ceux qui ont émis de la lumière qui nous parvient. Donc, il ne peut pas être plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière, l'univers qu'on observe. Mais par contre, ce qu'on observe des galaxies qu'on observe situées par exemple à 13 milliards d'années, eh bien, maintenant, on les observe comme elles étaient il y a 13 milliards d'années. Et maintenant, elles sont dans une portion d'univers qui est complètement inobservable. Mais on sait qu'elles existent, puisqu'on les voit maintenant telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Donc on peut se poser la question. Et d'ailleurs, ces galaxies ont une influence par leur masse sur nous-mêmes, sur l'univers que l'on voit. Donc on peut se poser la question de l'observabilité de l'univers et jusqu'où on peut aller dans la prédiction, dans sa réalité. Alors, extrapoler trop loin, quelqu'un qui a fait un séminaire ici il y a quelques mois a dit « c'est une pente glissante qui débouche sur un précipice ». Ce que je voulais dire déjà, c'est que je pense que comparer finalement l'observabilité, enfin ou la non-observabilité de galaxies qui sont sorties de notre horizon dans l'univers, c'est pas tout à fait le même, c'est pas du tout le même problème que la question de l'observation des multivers. Parce que les galaxies, nous savons ce que c'est, nous les avons vus une fois. Tandis que les multivers, qui seraient caractérisés par des constantes physiques complètement différentes, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. D'autre part, bon, un précipice, une pente glissante, je ne refuse pas, je ne veux pas tout de même être fermé à l'hypothèse des multivers. Mais je refuse l'idée ou l'affirmation que j'ai déjà entendue que ce soit la seule solution rationnelle possible, c'est-à-dire la seule alternative au grand dessein. Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de jeter des dés un grand nombre de fois pour obtenir un double 6. On peut les jeter une fois et avoir un double 6. On n'est pas obligé de faire des probabilités sur notre présence dans l'univers, après tout. Une fois suffit. Et nous ne sommes d'ailleurs certainement pas un double 6 par ailleurs, mais une configuration quelconque, singulière. Je suis désolée, je ne pense pas que nous soyons un double 6. Et d'autre part, une configuration singulière dans un ensemble statistique inconnu qui peut exister réellement ou non. Voilà. C'est ma position. Devons-nous nous poser, alors je m'arrête quand même sur cette diapositive, devons-nous nous poser ces questions? Eh bien, moi je pense qu'on doit se les poser. Le principe anthropique mérite l'attention parce qu'il a eu une influence sur le mode de sélection il aura une influence sur le mode de sélection entre les modèles cosmologiques. Et puis, il a montré qu'il était très stimulant pour la recherche parce qu'en ce moment, justement, on cherche en ayant en arrière-pensée le principe anthropique. Alors, il est possible que ça ne serve à rien et que, comme Christiane le pense, on n'arrive jamais à répondre à ces questions. Mais je finis avec les commentaires de 2 prix Nobel. L'effort pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui hausse la vie humaine un peu au-dessus de la farce et lui donne la grâce d'une tragédie. Et comment peut-on espérer modéliser le Big Bang? Alors ça, c'est un peu la réponse, si l'on ne sait même pas expliquer la structure du pop-corn. Merci. Merci Christiane. Oui, merci Suzy.
Je propose effectivement, puisque vous n'avez pas abordé la question qui finalement sous-tend tout votre exposé, hein, est-ce que c'est scientifique de proposer des théories qu'on ne peut pas vérifier tout de suite ou qu'on ne pourra peut-être jamais vérifier? Donc je propose, à moins que vous ayez d'autres questions évidemment, de commencer à débattre avec les orateurs sur la question de la science. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'un processus scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Oui, oui. Bon, merci, c'était formidable. Puis l'alternance de vous deux était très drôle. Bon. Alors, je crois que le principe anthropique, vous pouvez me contredire, hein, c'est mon avis, il n'a aucun intérêt. Parce que la vie, c'est deux choses. Hein, et plein de prix Nobel l'ont déjà vu, c'est le hasard et la nécessité. La vie, c'est la nécessité des processus biochimiques, oui, qui permettent la vie. Et ça, c'est absolument nécessaire, autrement il n'y a pas de vie. Mais la vie, c'est aussi le hasard de mutation. Oui. Et si jamais il n'y a pas ces mutations, ben la vie n'apparaît pas. Eh bien, le principe anthropique, il répond qu'à la nécessité des processus biochimiques, mais en aucun cas aux processus de hasard qui permettent, un, l'apparition de la vie, et deux, son évolution. Je vais répondre peut-être toi aussi, Christiane, mais moi je veux juste souligner quelque chose, c'est que nous, on s'est placé absolument en amont. C'est-à-dire qu'on a considéré simplement la vie, le fait qu'il fallait pouvoir fabriquer des molécules, hein, donc qu'il y ait des étoiles et des galaxies. C'est tout. Tout ce qui se passe après et qui est l'évolution, le hasard et la nécessité, on n'en a pas parlé. Maintenant, dans l'un des derniers transparents que j'ai montré, j'ai parlé de l'évolutionnisme maintenant en cosmologie qui commence à se faire une petite place, et il y a des gens qui commencent à penser qu'on devrait modifier notre façon de penser et réfléchir en évolutionniste à l'évolution de l'univers. Alors je voulais juste... oui. J'ai pas vraiment j'ai rien à ajouter. C'était pas vraiment une question. Non, je voulais juste rappeler qu'il y a eu une conférence il y a quelques mois par Pascal Pic sur l'évolution du vivant, et vous pouvez revisionner cette conférence puisqu'elle est en ligne. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire des liens entre les différents exposés. Je vous rappelle que lors de cette conférence, Pascal Pic insiste bien sur le fait que si on reprenait les conditions initiales telles qu'elles étaient il y a 5 milliards d'années et qu'on laissait le système évoluer à nouveau, eh rien ne prouve qu'on arriverait à la naissance, à voir apparaître l'homme sur Terre. On aurait quelque chose d'autre, on n'aurait peut-être même pas la vie, parce qu'il suffit de changer très 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 peu de choses pour avoir des scénarios, des bifurcations complètement différentes. Donc c'est pour ça que ce qui a été dit ici ne concerne pas ce qui se passe ensuite, une fois qu'on a réuni les ingrédients, parce que là, il se passe des choses encore plus complexes. Voilà. D'autres questions, peut-être? Par exemple, si les dinosaures n'avaient pas disparu, l'être humain ne serait pas apparu. Parce que les mammifères ne se seraient pas développés. Exactement, et ça dépend de l'incidence d'une météorite, qui, elle, dépend d'autres conditions très aléatoires, etc. Les dinosaures seraient peut-être devenus très intelligents et aussi capables que nous de dire des choses sur l'univers. Hein. C'est vrai, mais ça n'aurait pas donné des êtres humains, c'est ça qu'on voulait dire. Ah oui, voilà. Bien sûr. Des observateurs. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, une autre question, toujours sur qu'est-ce que la science, Oui, vous avez proposé des citations tout à l'heure, et moi ça m'en a rappelé deux autres, de deux personnages célèbres qui étaient tout à l'heure en diapo. C'était Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé, puisque vous avez souvent évoqué les dés. Et puis l'abbé Lemaître, je crois me souvenir, qui disait que la science c'est l'étude de la création et la religion l'étude du créateur. Voilà. Est-ce que, pour lever le doute sur le principe anthropique parmi toutes les possibilités, est-ce qu'il y a une ou des expériences qu'on peut envisager de faire qui soient à la portée à notre portée scientifique de notre époque? Oui, alors là, je n'ai pas eu le temps de montrer la diapositive, mais
on espère que, et en particulier avec Planck, les résultats de Planck, par exemple, Planck montre une asymétrie. Alors, je ne sais pas, moi, quand j'ai entendu ça, une asymétrie dans le fond diffus. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé multivers, il y a collision de deux univers peut-être. Bon, je ne sais pas du tout si c'est envisageable dans l'immédiat, mais qui dit que dans un siècle, dans 2 siècles, c'est pas le genre d'expérience qu'on pourra effectivement faire. On aura à ce moment-là des choses bien plus résolues, bien plus sensibles que Planck maintenant. Bon, moi, je voudrais juste faire un commentaire sur la science, parce qu'on ne répond pas à la question qu'est-ce que la science ou pas. Moi, je peux faire une intervention là-dessus, si tu veux. Si tu veux, vas-y. Si j'ai... je t'ai coupé la parole. Ça fait rien. Toi qui es le... Non, simplement, ce principe anthropique, science ou pas science, je reviens sur le fait que le principe anthropique faible, au départ, était forcément scientifique, puisque c'était la constatation d'un fait, hein, et qui nous met en garde contre le risque d'un biais observationnel, à savoir que ce que nous observons autour de nous, qui a permis l'émergence de la vie, ne doit pas forcément être généralisable à tout l'univers. Bon, il se trouve qu'en fait, il est généralisable à tout l'univers observable, mais pas généralisable à tout le temps, etc. Bon, voilà, c'est tout, hein. Nous avons parlé essentiellement du principe anthropique fort, à savoir que les constantes, les paramètres et les constantes de la physique semblaient ajustés de façon à nous permettre d'être là. Après, on envisage des solutions à ce problème, des solutions qui permettent de se débarrasser de cet ajustement, justement, qui n'est pas si fin que ça, mais qui existe quand même, en envisageant éventuellement d'autres univers qui sont permis par les théories des cordes, par les théories de la gravitation quantique à boucle, etc. Ce qui n'est pas irrationnel. Après, moi, je ne dis pas que ce soit non scientifique et irrationnel. Simplement, ce n'est peut-être pas une priorité et ce n'est peut-être pas, si ce n'est pas réfutable, ni prédictible, enfin, ne permet pas de prédiction, à quoi est-ce que ça nous sert vraiment? Ça nous sert éventuellement à nous faire une image de l'univers qui nous satisfasse mieux. Mais est-ce qu'on a vraiment gagné en intelligibilité en imaginant d'autres univers sur lesquels on ne sait vraiment rien? Voilà, c'est la question posée. Ce n'est pas une question de rationalité ou d'irrationalité, mais de pertinence dans la science d'aujourd'hui, d'opportunité, enfin, et de savoir ce que ça nous apporte en termes de représentation du monde et d'intelligibilité. Je me pose la question. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut arriver à démontrer indirectement sans avoir le doigt dessus, sans même être capable de tester. Par exemple, tout ce qui se passe entre la lumière fossile et le Big Bang, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons absolument pas d'accès direct, hein, c'est de l'indirect. Donc c'est très difficile de peser le statut de l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience par rapport au raisonnement? De toute façon, nous n'avons le doigt directement sur rien. Voilà. Enfin, oui, pas sur grand-chose, en fait. Pas même sur le Soleil. Je suis quand même pas d'accord quand tu dis qu'entre le rayonnement fossile et le Big Bang, on n'a rien. On a énormément de choses jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est précisément la théorie standard des particules élémentaires qui a été, qui va jusqu'à à peu près 10 puissance moins 10 secondes après le Big Bang. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre 10 moins 10 secondes après le Big Bang et le rayonnement fossile, eh bien, et surtout les 3 minutes, ça a prédit des choses qu'on a observées. On a observé toutes les particules, on a pu vraiment faire une expérience scientifique là-dessus. Et le LHC, par exemple, à Genève, il est capable de remonter à l'énergie qu'il y avait à ce moment-là et vérifier tout ce qui a été utilisé. C'est parfaitement scientifique. Au-delà, en amont, là, ça ne l'est plus, c'est de la spéculation. Oui, alors la spéculation jusqu'à oui, mais alors, sauf que cette spéculation... Jusqu'où? Sauf que cette spéculation, elle a aussi des rejetons, des effets secondaires parmi les expériences qu'on peut faire. Par exemple, la théorie des cordes, elle est fondée sur la supersymétrie. S'il existe des particules supersymétriques, ce qui
par ailleurs résoudrait le problème de la matière noire. On devrait les voir, elles devraient apparaître bientôt dans le LHC. Si elles n'apparaissent pas, c'est très ennuyeux. Donc c'est quand même un point important qui prouve qu'il y a de la science qui se fait assez loin. Oui, moi j'ai une question sur la complexité et l'émergence. Quelle est la part dans le principe anthropique? Parce que je trouve que c'est assez fort. Si vous voulez, la vie des gens, on ne l'a pas définie, mais c'est une émergence colossale. Donc, est-ce que ça fait partie du principe anthropique? Et ensuite, quand on continue, on voit dans l'évolution qu'il y a toujours là une complexité maximale, laquelle s'exprime par un cerveau qui est une complexité encore plus grande, lequel s'exprime par de la pensée. Alors, est-ce que tout ceci rentre bien dans le principe anthropique ou pas du tout? Non, jusqu'à maintenant, ça n'y rentre absolument pas. Darwin a fait faire un pas gigantesque sur justement la naissance de l'évolution de la vie jusqu'à l'homme, mais actuellement, on s'arrête dans ce genre de raisonnement évolutif, on s'arrête complètement à la chimie. On ne va pas plus loin que la chimie. Donc, si quelqu'un était capable de faire entrer l'évolutionnisme, et je vous ai dit, il y a même une théorie actuellement qui commence à pointer le nez de pourquoi est-ce que les univers évolueraient automatiquement vers des univers vivables, c'est-à-dire des univers qui soient capables de former des galaxies et des étoiles, eh bien, les gens commencent à réfléchir là-dessus. Et c'est pour cette raison que moi, je pense personnellement que le principe anthropique a une importance qu'on doit continuer à le considérer parce que justement ça induit des recherches qui vont peut-être faire émerger, c'est le cas de le dire, des théories tout à fait nouvelles. C'est intéressant aussi la différence, la distinction qu'on peut faire entre loi et mécanisme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas discuté, qu'on discute rarement parce qu'on est toujours à la recherche d'une manière obstinée de l'existence de lois comme si les lois existaient. Peut-être que ça n'existe pas, la loi, alors que les évolutionnistes, les biologistes, les anthropologues, comme par exemple, je recite Pascal Pic qui est venu nous parler, insistent bien sur le fait qu'il n'y a pas de loi de l'évolution, il y a des mécanismes d'évolution, ce qui est tout à fait différent. S'il y avait une loi, on pourrait dire, on rebelote, on recommence, on retrouverait les mêmes processus. Or, pas du tout. On peut très bien bifurquer à droite, à gauche, selon les mécanismes qui sont en œuvre et qui sont susceptibles de changer et d'être gouvernés par des conditions qui sont extrêmement sensibles aux conditions initiales et qui vont nous emmènent un peu n'importe où. Oui, alors justement, ça c'est la phrase qui était écrite là sur Intransparence, c'est que les lois, c'est-à-dire si tu veux les mécanismes, émergent des objets, de la complexification des objets, et ce n'est pas l'inverse. Et actuellement, il y a des gens qui commencent à penser, par exemple, que la gravité pourrait être une loi émergente. Hein. Il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus. Moi, souvent je recommence. Hein. J'entends dire c'est pas une théorie, c'est pas de la science parce que on ne peut pas prouver cette théorie. Alors c'est vrai que l'imagination humaine est très fertile et que la science fonctionne que parce que justement elle oblige les théories à être approuvées ou réfutées par une. Bon, alors imaginons qu'il y ait une planète sur laquelle se trouvent des éléphants roses quelque part. On est capable d'imaginer ça, très bien. Bon. Mais tant qu'on ne va pas vérifier, on peut imaginer des scénarios alors à l'infini de ce genre de choses. Et pour autant, on peut se dire aussi que celui qui avait postulé que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse il y a 3000 ans était certainement un scientifique. Il avait en tout cas trouvé la bonne, une explication plausible de ce que l'on observe aujourd'hui. On a simplement maintenant le moyen de le prouver. Il n'avait pas le moyen de prouver. Donc on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher de travailler, même sans savoir si demain on pourra ou on ne pourra pas prouver une théorie. Quand on voit l'évolution rapide de la science actuellement, on peut quand même se dire que qu'est-ce qui va se passer même dans un siècle. Voilà. Non, sinon, on stérilise un peu. Et je pense qu'il y a plein de théoriciens qui doivent travailler sur des modèles qui seront peut-être testés peut-être jamais d'ailleurs, mais c'est très important de le faire. En fait, juste une boutade. Chacun d'entre nous ici a une probabilité très faible de gagner au loto. Pas plus que l'atome de carbone, peut-être un peu plus quand même, de se former dans l'univers. C'est une version du hasard. Par contre, il y en a une autre. Il y a quand même des endroits, si vous allez dans le hall d'entrée de l'Office des Jeux, vous allez y trouver beaucoup de gens, ceux qui viennent toucher leur argent parce qu'ils ont gagné au loto. Donc, est-ce que nous, on est dans cette salle
hein, où on a touché le gros lot, comme les autres, etc. Bon, réflexion. L'autre idée, c'est que, en fait, c'est une information à préciser, hein. J'ai lu ça, mais il faudrait peut-être le creuser. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'ADN, les gens travaillent sur l'ADN pour faire fabriquer des objets synthétiques et autres. Et apparemment, on a peur que ça se communique, parce que les brins d'ADN se collent facilement, j'ai compris, on a peur que ça se communique à l'homme. Donc on est en train de faire des brins ADN artificiels avec d'autres molécules que celles qu'on connaît, enfin d'autres atomes. Alors, de là à penser qu'effectivement, quelque part ailleurs, il pourrait exister d'autres formes de vie qui nous ressemblent ou pas, peut-être des dinosaures physiciens, pourquoi pas, hein, avec des atomes différents de ceux qu'on connaît, hein. Peut-être pas uniquement le carbone et l'hydrogène, peut-être qu'on peut marcher avec de l'aluminium et du... Allez donc savoir. Je réponds simplement à la première partie de votre intervention, à savoir la comparaison avec le loto. En ce qui concerne le loto, on peut calculer la probabilité de gagner ou de, ne pas, ou de perdre, parce qu'on a l'ensemble total de départ, ce qui n'est pas le cas pour nous, par rapport à l'univers et à la vie, il me semble, en tout cas, ou alors je n'ai pas très bien compris. Et d'autre part, effectivement, quand on voit le gagnant, la probabilité qu'il ait gagné, c'est 1. La probabilité que nous soyons là, c'est 1. C'est aussi ça, c'est une probabilité a posteriori, conditionnelle, et c'est la base du raisonnement anthropique de départ. Hein. Quand on discute finalement de scientificité ou rationalité du principe anthropique, très souvent, on ne parle que des solutions envisagées. On ne parle pas du principe lui-même, qui ne peut être interrogé, en fait, puisque c'est un fait, qui ne peut être interrogé que par rapport à sa prédictibilité, et pas du tout par rapport à des questions de preuve ou de réfutabilité. Voilà, c'était juste une précision logique. Oui, pour continuer dans le type boutade, il y a des gens, des scientifiques, hein, qui envisagent même que l'homme, que nous soyons des éléments d'un ordinateur gigantesque qui aurait été fabriqué par des gens d'une intelligence exceptionnelle, bien plus évoluée que nous. Voilà. Matrix. Ah oui, j'adore ça, j'adore poser la première, la dernière. Je suis toujours surpris dans les discussions scientifiques, astrophysiques, cosmologiques, de voir qu'on a une vision anthropique, non pas un principe anthropique, mais une vision anthropique. Pourquoi notre univers ne serait pas un simple super amas de galaxies, hein, oui, tout à fait ordinaire, et que dans un volume de taille 10 puissance 120 mètres, notre univers aurait plutôt 10 puissance 26 mètres, eh bien, il n'y aurait pas des centaines d'autres univers comme le nôtre, avec les mêmes constantes, hein, C, H, G, la masse du proton, la masse de l'électron, la constante de Coulomb, oui, et qu'il y en aurait comme ça plein, avant d'envisager les multivers des cordes, qui, eux, n'ont pas les mêmes constantes fondamentales, et qui, eux, sont au-delà des 10 puissance 120 mètres, et dont je n'ai vraiment pas à m'occuper. Alors, pour continuer sur le fait que l'univers est peut-être qu'un super amas, je suis toujours surpris qu'on n'envisage pas le fait que le Big Bang, c'est l'inverse d'une supernova. La supernova, c'est une étoile avec une certaine densité qui s'effondre sur elle-même et qui crée un trou noir, avec un rayon de Schwarzschild, et je vous rappelle, on l'oublie tout le temps, une singularité centrale, ce qui fait que tout le volume de Schwarzschild, il est vide. Eh bien, le Big Bang, on part d'une densité, donc d'une singularité centrale, oui, qui s'expande, c'est l'expansion, l'accélération, tout ce que vous voulez, l'inflation, oui, mais qui, dès le départ, a un rayon de Schwarzschild potentiel qu'elle atteindra un jour. Et on ne peut pas penser qu'une singularité centrale n'ait pas au moins un rayon de Schwarzschild potentiel qu'elle atteindra un jour, et donc elle retournera vers un Big Crunch et elle réexplosera. Donc croire, là encore, c'est la vision anthropique, croire qu'on est au premier Big Bang, eh ben, je trouve que c'est une vision un peu enfantine. Mais personne ne croit qu'on est au premier Big Bang, hein, justement. Personne ne croit qu'on est au premier Big Bang. Maintenant, dans la théorie des multivers, on serait il y en aurait peut-être un nombre infini. Enfin bon, voilà. Voilà, on est dans une bouteille de champagne, hein, et on vit dans une de ces bulles. Hein, voilà, ça. voilà. Voilà l'image la plus conforme à ce que représentent les multivers aujourd'hui. Voilà, ça nous fait, c'est l'ivresse. Vous avez à propos de champagne, c'est après. Vous avez une autre commentaire? Non?
Bon, bah, écoutez, il ne nous reste qu'à remercier encore une fois Suzy et Christiane. Merci pour votre attention et rendez-vous donc au mois de mai.